Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. L'actualité marquée ce lundi par les victoires diplomatiques que le Royaume ne cesse de remporter avec les ouvertures successives de consulats généraux dans les provinces du sud du Royaume. Dès le début de ce journal, nous irons à Al-Ayoun où le Royaume de Bahreïn a inauguré aujourd'hui son consulat général. Nous irons également à Dakhla où l'ouverture aujourd'hui d'un consulat général de la République d'Haïti érige la ville en tant que centre diplomatique incontournable. Les préparatifs à la campagne nationale de vaccination massive battent leur plein. Forte mobilisation logistique et humaine dans tous les centres de santé du Royaume. On prépare les salles d'injection, les centres de ralliement des soignants et le matériel de conservation des doses vaccinales. Nous le verrons dans la ville de Oujda. Ils ont beau avoir disparu il y a plus de 60 millions d'années déjà, les dinosaures finissent souvent par ressurgir dessous la terre. C'est le cas de Sidi Chnan, à quelques kilomètres de Khribga. Les fossiles d'un petit dinosaure de 3 mètres y ont été découverts. La créature aurait traversé les océans pour rallier le continent africain. Bonsoir, à la une de l'actualité ce lundi, l'ouverture d'un consulat du Royaume de Bahreïn à Al-Ayoun. Cela vient renforcer et consacrer les relations séculaires solides entre les deux royaumes sous la conduite des deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son frère Sa Majesté le roi Hamed Ben Issa Al Khalifa. Ces démarches expriment la vision sincère du roi de Bahreïn envers le Maroc et le peuple marocain. Elles reflètent également la position constante de ce pays quant à la question du Sahara marocain. Les détails tout de suite avec Abdel C'est une étape historique dans les relations séculaires entre deux pays frères, le Maroc et le Bahreïn. En ouvrant aujourd'hui un consulat général dans le chef-lieu de la région l'Ayoun Sakhia al-Hamra, Manama confirme son soutien total et sa solidarité avec le Maroc dans ses droits historiques et légitimes sur son Sahara. Nous posons aujourd'hui un jalon supplémentaire dans l'édifice des relations fraternelles, amicales, solidaires et diplomatiques entre le Maroc et le Bahreïn. Mon pays a été et restera toujours aux côtés du Maroc dans la défense de son intégrité territoriale et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Des liens bilatéraux, un modèle en matière de relations entre deux États frères. Cette cérémonie est également l'occasion pour Manama de saluer la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de son Sahara, un événement majeur. La décision des États-Unis est intervenue quelques semaines après les événements survenus au niveau de la zone d'Al-Gargarat. Après l'intervention pacifique des forces armées royales, la circulation des biens et des marchandises a repris son flux habituel. Je tiens à souligner que le roi du Bahreïn était l'un des premiers dirigeants à avoir réagi et soutenu le royaume, un témoignage de plus de la profondeur des liens entre les deux souverains. L'Union des Comores, le Gabon, la République centrafricaine, Sao Tomé-Principe, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Eswatini, la Zambie et les Émirats arabes unis, des pays frères et amis qui avaient eux aussi ouvert leur représentation consulaire à l'Ayoun. Et les ouvertures successives de consulats s'enchaînent à Dakhla également. La République d'Haïti y a ouvert son consulat général ce lundi. Cette percée diplomatique revêt une grande importance. Elle reflète le soutien de ce pays des Caraïbes à la marocanité du Sahara. Elle traduit également la volonté de Port-au-Prince de renforcer la coopération bilatérale avec Rabat. Retour tout de suite à Omema Ramli avec cette fois-ci Mohamed Idas et Bakar Glemi. En moins d'un an, Haïti est le 8e pays à avoir ouvert une représentation consulaire à Dakhla dans nos provinces sud. Un geste fort à plus d'un égard. Port-au-Prince acte un soutien franc à la marocanité du Sahara, mais aussi une ferme volonté de renforcer sa coopération bilatérale avec Rabat. C'est un geste très important pour Haïti, ouvrir un consulat ici. Nous savons que c'est une occasion pour nous de rapprocher non seulement le peuple marocain et haïtien, mais aussi de rapprocher les collectivités en Haïti. Nous savons qu'à Dakhla, il y a une collectivité très très forte
et ce sera une occasion pour nous-mêmes de les rapprocher. Et comme le président de la République l'a dit et le ministre l'a rappelé samedi, ce geste est pour nous très important et montre notre détermination à défendre le territoire, l'indivisibilité du territoire marocain. La succession des inaugurations des antennes consulaires érige la ville de Dakhla en tant que centre diplomatique incontournable. Forte de sa position géographique, des grandes potentialités dont elle regorge et de ses perspectives de croissance, la ville de Dakhla est un hub diplomatique en devenir. Les États-Unis ont d'ailleurs exprimé leur intention d'y ouvrir prochainement un consulat, une reconnaissance de plus à la marocanité du Sahara et des positions internationales constantes du royaume. Et justement, la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du royaume sur son Sahara, un événement historique et une immense percée diplomatique pour le royaume du Maroc. Les experts et les universitaires sont unanimes. Ces nouveaux développements sont salutaires puisque cette reconnaissance émane d'une grande puissance internationale comme les États-Unis en leur qualité de porte-plume de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara marocain. Cette reconnaissance historique ouvre également la voie à un nouveau chapitre dans les relations entre Rabat et Washington. Éclairage tout de suite avec Mohamed Soualina et Imen Ablou. Un tournant historique doublé d'un appui à l'initiative marocaine d'autonomie. La reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est un acte irréversible doté d'une forte portée juridique. C'est aussi un couronnement d'un processus marqué par les appuis obtenus ces dernières années par le Royaume en faveur de sa juste cause. Cette reconnaissance consacre d'une part l'initiative marocaine d'autonomie comme seule solution sérieuse et crédible au conflit autour du Sahara marocain et conforte la légitimité du pays sur ses territoires du Sud. D'autre part, les provinces du Sud sont en passe de devenir un véritable levier de développement sur le plan régional et international et cela dessine les contours d'une nouvelle dynamique qui se profile. Le partenariat entre Rabat et Washington se renforce au fil du temps. Il faut garder à l'esprit que le Royaume fut le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis en 1777. Depuis, les relations entre les deux pays ne cessent de se consolider. Les États-Unis joignent l'acte à la parole et encouragent le développement économique et social avec le Maroc, y compris dans son Sahara. Un consulat américain ouvrira ses portes à Dakhla en vue de promouvoir les opportunités économiques et commerciales pour la région. Cette reconnaissance est une grande victoire pour le Maroc, surtout qu'il s'agit d'une décision historique émanant d'une puissance influente à l'échelle mondiale. C'est un succès diplomatique, ce qui confirme la pertinence de l'initiative marocaine d'autonomie. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur tout son Sahara envoie un message fort et catégorique. Nulle place aux séparatistes du Polisario et ceux qui les soutiennent dans l'échiquier régional. Le ton est ainsi donné à la pertinence de la vision du Royaume de faire des provinces du Sud un hub de développement économique dont les bienfaits s'étendront au-delà de nos frontières pour inclure toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Covid-19 place à présent aux principaux indicateurs de l'évolution de la situation épidémiologique chez nous. 1217 diagnostiqués positifs pendant ces dernières 24 heures, 3042 guérisons, un nombre qui améliore le taux de rémission qui s'établit aujourd'hui à 89,6%. 35 personnes sont décédées des suites de la maladie. Le taux de létalité s'établit ainsi à 1,7%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques recensés dans les différents établissements hospitaliers du Royaume, eh bien, il s'élève à 1039 personnes, soit 93 de plus pendant ces dernières 24 heures. 114 personnes ou 114 patients sont intubés. Et face à la morosité des chiffres dont nous venons de parler, le vaccin s'annonce comme une planche de salut. À l'instar de plusieurs pays, les préparatifs de la campagne de vaccination anti-Covid-19 battent leur plein au Maroc. Une véritable course contre la montre est engagée dans les centres de santé des 4 coins du royaume. Nos caméras se sont introduites dans un centre de santé de la ville de Oujda où se déroulera cette grande opération. Voyons cela avec Myriam Missi.
Ultime contrôle avant de mettre en marche cette unité de réfrigération. À l'intérieur de ces congélateurs seront stockés les premiers lots de vaccins avant de les administrer aux patients qui se présentent. L'opération devra se dérouler en partie dans ce centre de santé urbain de la ville d'Oujda. Ces salles d'injection sont dotées du matériel de conservation nécessaire. Ce local est désormais le centre de ralliement des soignants, un personnel spécialisé prêt à intervenir. Les préparatifs touchent à leur fin. Bientôt, ces salles d'attente accueilleront leurs nouveaux occupants, les premiers patients qui seront vaccinés. Un total de 34 stations de vaccination sont retenues au niveau de la préfecture Oujda Angad, en plus d'unités itinérantes qui se déplaceront dans les localités rurales et au sein des administrations. Tous ces centres sont dotés du matériel nécessaire au stockage et à la conservation du vaccin. Premiers bénéficiaires de l'immunité vaccinale, les segments les plus vulnérables de la population. Le démarrage de cette campagne de grande envergure est imminent. Une vaccination gratuite dont l'efficacité reste tributaire aussi de la forte adhésion de toutes et de tous. Et au plan international, la première dose du vaccin anti-Covid-19 Pfizer a été administrée aujourd'hui à une infirmière de New York. Et voilà ce qui marque le lancement d'une campagne massive de vaccination aux États-Unis, espérant que cela mette fin à une période très douloureuse. Je dis aux Américains que le vaccin est sûr, nous sommes dans une pandémie, nous devons tous faire notre part pour y mettre fin et ne pas abandonner sitôt, déclare la première américaine à se faire vacciner contre le Covid-19 lors d'un événement retransmis en direct à partir du Long Island Jewish Medical Center de New York. Près de 3 millions de premières doses du vaccin contre le coronavirus ont été déjà acheminées par camion et par avion cargo à travers tout le pays. You didn't flinch. I take it that Dr. Chester has the appeal. Thank you. Retour à l'actualité nationale mise en place par Tijari Wafa Bank. La banque de projet est désormais opérationnelle. Il s'agit d'une plateforme industrielle qui vise à booster l'investissement productif, seul moyen de créer des emplois. D'ailleurs, la stratégie table sur la création de 100 000 postes d'emploi, avec à la clé des gains avoisinant les 34 milliards de dirhams. Ce lancement tombe, vous le savez, à point nommé, puisque à l'ère du Covid-19, notre économie a d'immenses défis à relever. Alors, comment fonctionne cette ambitieuse plateforme? Sarah Katir nous dit tout. Faire le point sur la banque de projet est le but de cette web-conférence organisée par Tijari Wafa Bank en partenariat avec le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique et la CGEM. L'initiative est un outil lancé pour substituer l'importation par l'industrie marocaine afin de couvrir en premier lieu 34 milliards de dirhams. Nous avons poussé l'industrie marocaine à avoir plus d'agilité, plus de capacité de production. Les résultats sont impressionnants. Nous avons, sur les 183 milliards de dirhams que nous importons annuellement, proposé de travailler sur la substitution des 34 premiers milliards. Nous présentons aujourd'hui, au niveau de Tijari Wafa Bank, à leur initiative ce projet-là et je les en félicite avec la CGEM. Les investisseurs adhérents à cette banque de projet bénéficient d'un accompagnement total afin d'améliorer la compétitivité de leur entreprise, mais aussi d'un arsenal de mesures de soutien, de subventions et d'aide. Les chefs d'entreprise ont accueilli cette banque de projet avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir. De l'espoir pour l'avenir de l'industrie au Maroc, de l'espoir pour une nouvelle génération d'entrepreneurs. Il faut dire que cette banque de projet est une réponse pragmatique et une réponse réelle à la préférence nationale. Nous sommes, bien sûr, il s'agit d'une démarche qui est structurée, une démarche qui présente un package. L'objectif de la banque de projet est de lancer 500 projets d'ici la fin de l'année 2021, ce qui constituera un levier d'accélération de l'investissement industriel et permettra la redynamisation de l'économie marocaine mise à rude épreuve par la pandémie du coronavirus.
Et focus sur une autre plateforme qui vise aussi à booster la création d'emplois. Je vous parle de Menassat El Jadida. Avec un grand espace de coworking et un portail électronique ultra développé, la plateforme se veut une passerelle entre les jeunes porteurs de projets et les investisseurs potentiels. Voyons cela avec Mounia Marouche, Leila Asli et Mohamed Laroui. Fraîchement rénovée, cette nouvelle structure est dédiée aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets de la province d'El Jadida. Dorénavant, ils vont y pouvoir transformer leurs idées novatrices en entreprises innovantes. Je compte prochainement me lancer dans l'élevage avicole. L'idée germe dans ma tête depuis longtemps, mais j'ai besoin d'en connaître les procédures et les modalités de financement. La plateforme va m'aider énormément dans ce sens. Cet incubateur propose plusieurs formations au profit des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies, de quoi leur permettre d'entrer de plein pied dans le marché du travail. Et pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale à distance, cette pépinière a tout préparé pour eux. La structure est dotée d'une plateforme numérique. Celle-ci permet aux jeunes repousses d'être encadrés et même formés en ligne à partir de chez eux, ce qui va leur permettre de préparer, créer et bien gérer leurs projets. Cette passerelle entre la recherche scientifique et le monde de l'entreprise a nécessité un investissement de 6 millions de dirhams. Le groupe Maroc Télécom et son président du directoire, Abdeslam Ahizoun, ont été plutôt primés récemment à Marrakech lors de la 5e édition des G2T Global Awards Arab Best Awards, et cela pour la 3e fois. Abdeslam Ahizoun s'est distingué dans les catégories meilleur président exécutif arabe dans le secteur des télécommunications et son meilleur président exécutif arabe, dans laquelle il figure à la 2e position, alors que Maroc Télécom s'est vu décerner le prix du meilleur opérateur télécom arabe lors d'une cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée le 27 novembre à Marrakech, précise l'opérateur dans un communiqué. Ces distinctions illustrent une fois de plus les réalisations de M. Ahizoun et marquent la réussite de ses paris ambitieux et qui ont permis à Maroc Télécom de se positionner en tant que groupe engagé au service de l'économie nationale et celle des pays d'implantation de ses filiales. La Caisse nationale de sécurité sociale met en place un site de réception des demandes relatives à l'indemnité forfaitaire Covid-19 au profit des sous-secteurs, des activités de traiteurs, de l'événementiel et des espaces de distraction et de jeu. Les employeurs souhaitant faire bénéficier leurs salariés de cette indemnité portant sur les mois de septembre, octobre et novembre 2020 doivent soumettre leurs demandes sur l'adresse suivante covid19.cnss.ma avant le 20 de ce mois-ci. Pour ce qui est de l'indemnité du mois de décembre, les employeurs doivent introduire leurs demandes sur le site en question avant le 3 janvier de l'année prochaine, l'année 2021. Voici une trouvaille loin d'être anodine. Les fossiles d'un petit dinosaure de 3 mètres ont été déterrés aux environs de Khouribga. Des vestiges qui doivent remonter à des millions d'années, laissant perplexes les experts. La créature préhistorique aurait en fait traversé les océans pour allier enfin le continent africain. Bouchaïb Ammaré et Sarah Katir se sont déplacés à Sidi Chnen pour nous raconter l'histoire de cette impressionnante découverte. Regardons. C'est dans ces fossiles qui remontent à quelques 66 millions d'années qu'ont été découverts des fragments de l'Ajnabia odessus, un membre de la famille des dinosaures à bec de canards herbivores. La découverte a été faite dans des roches d'une mine de phosphate à Sidi Chnen, dans la province de Khouribga. Une mer, elle envahissait cette partie où on se trouve actuellement. Une mer dite épicontinentale qui a permis en quelque sorte de garantir toutes les conditions favorables pour le dépôt de cette richesse en phosphate dans nos bassins sédimentaires. Ces roches phosphatées, c'est comme un livre qui raconte l'histoire de la Terre d'il y a 72 millions d'années jusqu'à 48 millions d'années. Donc le fait de traverser la série de bas en haut, c'est comme si on faisait en quelque sorte un voyage dans les temps, dans les aires géologiques, un temps où régnait sur Terre et dans les mers des grands reptiles
et des grands dinosaures. Selon les experts, l'Ajnabia odysseus était relativement petit, mesurant la taille d'un poney de 3 mètres. Une découverte de taille pour les scientifiques. Ces fossiles ont été formés, ont été déposés et fossilisés dans les bassins phosphatés il y a environ 72 millions d'années avant maintenant. Et à cette époque-là, la région était, le Maroc était couvert d'une mer épicontinentale peu profonde, chaude et qui regorgeait d'une grande biodiversité. Donc la preuve de cette biodiversité justement, c'est la multitude de fossiles qu'on trouve actuellement dans nos bassins phosphatés. Ces ossements de dinosaures à bec sont les premiers découverts en Afrique. Un fait étrange, si l'on sait que ces dinosaures ont évolué en Amérique du Nord, puis en Amérique du Sud, en Asie, puis en Europe. Une découverte qui interroge la communauté scientifique et ouvre la voie à d'autres recherches. Une affaire bien évidemment à suivre. Et c'est ce qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.